Christian Lavieille, bonjour. On est content de recevoir notre parrain de la VIP Radio Online, avec plaisir de savoir aussi que le départ est enfin annoncé pour cette prochaine édition du Dakar. Alors, tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus, parce que je sais que c'est une belle équipe. On retrouve un peu l'ambiance de, si je me trompe pas, l'ambiance d'il y a quelques temps avec les buggy de SMG. Oui, bonjour Jean-Louis et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Oui, on retrouve un petit peu, on va retrouver l'ambiance surtout pour nous de la catégorie T1, des prototypes. La vraie compétition. Oui. Voilà, la vraie compétition. C'est les 4 années qu'on roulait en catégorie T2, c'est-à-dire T2 c'est voitures de série, avec Toyota Japon. C'était une belle aventure, on a vécu des bons moments. Après, c'était un autre esprit. On roulait avec une voiture de série qu'il fallait porter, qu'il fallait amener au bout. L'objectif était de gagner la catégorie pour les Japonais. Donc voilà, j'ai une page s'est tournée durant le premier confinement et on est reparti sur de nouveaux objectifs avec un buggy et une très belle voiture. Et un gros moteur aussi, j'ai vu. Un moteur V8. Chevrolet, c'est un buggy d'un team normand qui s'appelle MD Rally Sport. C'est une équipe familiale, il y a des enfants et Antoine et Marie qui gèrent ça. Ils sont depuis des années en rallye raid, depuis des années avec un buggy. Donc c'est l'évolution de cette voiture depuis des années. Donc on a un V8 Chevrolet, 6 litres 5 dedans. On a une boîte séquentielle SADEV et voilà, c'est un châssis tubulaire avec des roues indépendantes à l'avant et des bras tirés à l'arrière. Mais c'est une voiture qui est très performante, on est pas loin des 400 chevaux, on est vraiment au Pomini, on a une tonne 6, donc on a un beau produit entre les mains. Et j'ai vu qu'il y en aura 4 dans l'équipe au départ. Alors il y aura en tout 5 voitures, il y aura 3 nouvelles générations comme j'ai, une pour Mika Pisano qui est un Corse, qui a fait le Dakar déjà en moto, qui roule en moto avant et puis qui a déjà fait le Dakar en voiture. Jérôme Pellichet, qui est un très très bon gentleman driver, qui a une nouvelle voiture aussi, qui a fait 11e l'année passée. Et puis un autre équipage belge, père et fils aussi, qui vont venir sur le Dakar pour vraiment, c'est une première expérience pour eux, qui sont des rookies. Ah oui, c'est aussi un nouveau team, c'est un changement de région aussi, puisque auparavant tu étais vers le Var là et là on se retrouve avec un atelier qui est en Normandie. Ah oui, là on se retrouve complètement à l'opposé, à l'opposé dans tous les sens, géographiquement, climatiquement. Bon, après ils disent toujours qu'il fait très beau là-haut, mais bon, c'est quand même pas le même climat que chez nous. Un peu compliqué, on se rappelle les années de soude aussi, mais... Oui, c'est pas loin, c'est pas loin. Et à l'époque, mes premiers Dakar que j'ai fait chez Dessoud, donc il y avait toujours une grosse présentation du team Dessoud à Saint-Lô. Et les dernières années, d'ailleurs, il y avait Antoine Morel qui avait fait son premier Dakar en quad, qui se greffait pour faire la présentation de ces Dakar. Donc c'est vrai que nos premiers contacts se sont faits un peu ici. Et puis depuis, après, on s'est revu un peu il y a 2 ans parce que j'ai fait du coaching pour un de leurs clients suisses, Rémi Bautier, au Maroc. Et l'année passée également sur une piste en Espagne. Et c'est de là un petit peu qu'on a un peu plus échangé avec Antoine Morel et que j'ai eu l'occasion d'essayer la voiture à plusieurs reprises. Et qui me demandait un petit peu mon avis également sur des évolutions à apporter. Et puis voilà, c'est un petit peu tricoté un peu comme ça notre relation. C'est bien, c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi, parce que c'est quand même une taille qui change un petit peu de celle connue avec Toyota aussi. Oui, alors c'est vrai. Pas trop dur ce changement quand même ? Non, c'est bien. Et puis de toute façon, ça fait du bien de repartir un peu sur autre chose. Ça rebooste, ça remotive. C'est vrai que ça fait 4 ans, on est dans une structure officielle financée par l'usine du Japon. C'est sûr qu'il y avait un intérêt financier qui était plus intéressant, mais bon là il y a un intérêt de passion, de vouloir bien faire, d'essayer d'apporter le meilleur à cette équipe qui est une équipe privée de façon à ce que ça génère du business pour eux derrière. Ils courent également, ils ont des voitures qui sont vendues en Chine et qui courent en Chine, donc ils ont un team qui roule là-bas. Moi je cours depuis 2014 en Chine, donc voilà, c'est sûr que si ça se passe bien, ça va vraiment générer du business et de la vente de voitures pour eux. Et c'est ce que j'espère leur apporter, voilà, qu'on fasse un bon Dakar pour qu'ils s'y retrouvent de l'autre côté.
Ça pourrait être l'occasion aussi de repartir sur une carrière un peu internationale, comme avec cette victoire en Chine il y a 2 ans déjà. Ouais, c'est toujours d'actualité. Hein. Je vais partir avec le team chinois avec qui on a gagné à passer le Dakar également, le constructeur bike. On devait partir ensemble sur le Dakar, mais il y a eu un changement de président du motorsport chez les constructeurs. Et ce président ne souhaitait que des pilotes chinois, donc voilà, c'est pas fait. Mais le constructeur, le team avec qui je roule en Chine sera bien présent sur le Dakar avec 3 voitures. D'accord. Donc toujours une affaire intéressante, et puis on retrouve vraiment dans l'ambiance familiale du rallye avec ce nouveau parcours quand même qui pose quand même d'autres horizons, d'autres spéciales. J'ai vu que les spéciales étaient tout à fait inédites quand même si les villes de départ se retrouvent elles-mêmes. Ouais, il y aura beaucoup de nouvelles spéciales. On va faire un peu le parcours. Tout le début sera complètement nouveau, et sur la fin, on va faire un peu le parcours à l'envers de l'année passée. Normalement, il y aura plus de sable, il y aura moins de rapide, il devrait y avoir plus de difficultés aussi, d'après ce qu'a dit David. Après, c'est toujours difficile et aléatoire parce que là, ils ont fait les reconnaissances à une période où c'était pas encore. Il faisait encore chaud, c'est la fin de l'été. Et on a vu que l'année passée, on s'est retrouvé dans les dunes où c'était assez porteur parce que le sable la température était assez basse, donc les conditions étaient différentes. Donc des fois, entre le moment où ils font les reconnaissances et après, c'est pas pareil. En tout cas, en paysage, ça va être encore merveilleux avec des arrivées sur les bords de mer, après des dunes de sable. J'ai vu que c'était vraiment intéressant. Ça sera toujours aussi spectaculaire apparemment. Ouais, ça sera super beau, puis c'est surtout très beau tout ce qui est frontalier également avec la Jordanie. Là, c'est vraiment des endroits magiques où on en prend plein les yeux, et il y a beaucoup de grands canyons au milieu de falaises rocheuses, de barres rocheuses, avec du sable qui est tantôt un peu jaune ou rouge. Non, vraiment des endroits assez exceptionnel. L'accueil avait été très bon l'année dernière. Oui, alors tout le monde y allait. Politiquement, tout le monde y allait un petit peu à reculons, tout le monde avait un petit peu peur, et en fin de compte, il n'y avait pas eu de communication sur cet événement. Donc c'est vrai que les gens étaient surpris de voir des 4x4, mais dans l'ensemble, on avait un très bon accueil et ça s'est bien passé. Oui. Il y aurait peut-être un débordement à faire sur la Jordanie dans les prochaines années. Je sais que c'était aussi à la base, c'était d'aller en Jordanie, de faire une journée en Jordanie, de retourner en Arabie Saoudite et de faire une arrivée à Abu Dhabi. Et malheureusement, avec le Covid et la conjoncture une année compliquée actuelle, c'est trop compliqué. Donc ils sont préférés rester sur un seul pays parce que s'il faut passer des frontières, à chaque fois il y aura des mesures sanitaires différentes. Donc, c'est sûr, c'était déjà pas évident de maintenir cette année. De toute façon, il y a de quoi explorer encore. On est loin d'avoir tout fait l'année passée, donc c'est bien. Je viens de voir que juste les vols internationaux allaient pouvoir réouvrir à partir du 27 décembre, donc pour des particuliers. Donc ils espèrent aussi avoir un peu de public. Et là, ils ont fait des charters parce que c'était trop compliqué, c'était trop de risques, donc ils vont faire des charters directement. Oui, si ça se trouve, il y aura un petit peu de public quand même pour. Ouais, mais il n'y a pas trop de public. C'est pas des pays, c'est pas comme l'Amérique du Sud où c'est des gens qui sont passionnés de sport. C'est des pays, c'est vraiment le désert. Dès qu'on est sorti des grandes villes, il n'y a plus de petits villages, un peu comme des Varigors, on trouve un peu au Maroc. C'est plus des grands espaces différents. Tout à fait. C'est vraiment autre chose. Hein. C'est une autre ambiance qui va être bien aussi. C'est de retrouver le Dakar classique. Alors il se trouve que l'Africa Race n'a pas lieu, donc ça va peut-être profiter à Esso. Ça a ramené les clients un petit peu en catégorie moto, apparemment. Et puis le Dakar classique c'est une première. On va voir ce que ça donne. Après, j'espère qu'ils n'auront pas trop de kilomètres de liaison parce que ils font le même parcours que nous. On a quand même un petit peu de liaison. Ils vont faire des spéciales beaucoup plus courtes. Oui, ça fait. Donc j'ai peur que 7000 km. J'ai peur que ça fasse aller
s'il faut se faire des 600, 700 km, du 400 km de liaison avec des vieux Lada ou des vieux Range Rover, c'est pas dit que ce soit une grande partie de plaisir à voir. Ouais, c'est à suivre. Enfin, c'est quand même une première. Ça se faisait à l'époque, pas rêver. De toute façon, ça permet de retrouver aussi une certaine clientèle. Ouais. Une certaine clientèle qui sont un peu fanas aussi de ça. Et puis, oui, alors il y a qui ont pu faire le Dakar à l'époque, et puis maintenant ils rêvent de faire ça, de vivre cette expérience. On fait rouler le musée roulant, donc ça c'est toujours aussi une affaire passionnante, en tout cas pour ceux qui aiment ça, les passionnés. Hein. Oui, non, après voilà, normalement il devrait y avoir des belles voitures, comme comment ça s'appelle, oui, on aura plaisir à les présenter. Des ex-L'Arctique, des Citroën, des trucs comme ça. Donc bon, on va voir le plateau qu'il y aura. Voilà, c'est ça. Ça sera encore une année nouvelle par rapport à d'autres. Je pense à Peugeot aussi qui n'est pas là, donc il y aura aussi. Peugeot n'était pas là l'année passée. Il y a des voitures clients, ça fait déjà. Donc, même pour Sébastien Loeb, ça va être nouveau finalement. Oui, alors là, lui, il est sur une très bonne auto. Bon, c'est un proto, c'est une première année. C'est sûr que ça va être peut-être un petit peu plus. Il risque peut-être de rencontrer quelques complications parce que bon, c'est pas. C'est difficile. La voiture, elle roule depuis septembre seulement, donc c'est vrai que ça va pas être simple pour eux. Parmi les Optimus, il y aura aussi Dominique Ouzio. Oui, il y a Dominique Ouzio, voilà, j'ai cherché le nom. Oui. Et Simon Witz. Dominique. Ouais. Qui fait partie des meubles. Voilà. Tout comme ton copilote en fait, parce que Jean-Pierre Garcin. Jean-Pierre, ça va être son 24e ou 25e. C'est formidable. Jean-Pierre. Ouais. Alors lui aussi, il va avoir affaire à de la modernisation parce qu'on est sur des tablettes maintenant pour le roadbook. Alors on a déjà roulé nous au Maroc, en Espagne, en Andalousie, ce procédé. Ouais. Alors tout le monde n'aura pas la tablette, ce sera les pilotes prioritaires là, plus tard. Et après, il y a beaucoup qui seront encore au roadbook. Ils auront le roadbook le matin, et tous les concurrents n'auront pas la tablette. Non. Mais ça va l'être d'ici les prochaines éditions. Oui, les prochaines éditions, ça va d'après ce qu'il a annoncé, oui. Ouais. Donc c'est quand même tournant aussi, avec des signalisations aussi, j'ai vu pour les motards dans les points importants. Alors les motards, ils partiront pas avec la tablette apparemment cette année. Oui, mais ils auront un signalement en cas de danger, gros danger, un signalement possible. Sur les tablettes, c'est ça. Alors je sais pas encore exactement sur les GPS s'ils vont les avoir cette année, mais bon, sur les gros dangers. C'est sur les GPS, oui. Voilà. Donc techniquement, c'est quand même. On va pas avertir les gros dangers, voilà. C'est aussi dire que la technique va avec, en fait, qu'on continue à progresser aussi. On l'a vu malheureusement avec l'accident de gros gens ce week-end. On voit que la technique pour avancer, il faut j'entendais parler de l'airbag aussi que nos sponsors, nous, AMV, font la préconisation de l'airbag pour les motards, et j'ai vu qu'il était obligatoire cette année. Ouais, c'est obligatoire, c'est sûr que c'est un petit peu indispensable. Alors c'est sûr que des fois c'est pas toujours agréable. Non, on n'aime pas trop. Des fois ça enlève un peu de performance aussi. Mais aujourd'hui on n'a plus droit. C'est sûr qu'on fait un sport dangereux, il faut en être conscient et confiant. Et maintenant on sait ce qu'on fait, on sait que le jour où on a un problème, le jour où on a un accident, ça fait partie de notre métier. Hein. Mais c'est pas une raison pour ne pas faire progresser toutes les démarches en termes de sécurité. Et bon, c'est sûr que ça fait souvent grincer les dents, comme on a vu avec le système Halo, comme on a vu avec plein de choses. Hein. Ouais. Mais bon, c'est un plus. C'est toujours un plus. Donc voilà, c'est indispensable. Alors c'est vrai qu'on trouve pas ça en régularité. On a limité aussi la vitesse à 180 pour les voitures, nous, maintenant. Ouais. On trouve pas ça en régularité, mais ça fait quand même partie de la technique intéressante, c'est sûr. Oui, après, voilà, c'est sûr. On était descendu en cylindrée en moto depuis des années, en 450, alors avant on était en 800, même un peu plus. Donc, il faut aller dans ce sens, malheureusement et heureusement, comme on l'a vu hier, c'est indispensable. Alors pour revenir un petit peu sur le deux roues, j'ai vu que on t'a suivi aussi au Portugal, à Estoril, quand tu as suivi, animé, en tant que consultant, les Grands Prix moto.
En Ouais, endurance. je suis consultant En pour la endurance. chaîne équipe sur le championnat du monde d'endurance. Ouais, c'est Bon, aussi. malheureusement, cette année, il n'y a pas eu beaucoup Non. d'événements. On a eu les 24 heures du Mans et Mais ça peut être aussi, ça peut être aussi une partie de travail dans l'année intéressante. oui, c'est intéressant. Ça permet de garder un petit peu le pied à l'étrier dans le monde de la moto. Et puis, oui, puis c'est un truc qui me plaît bien. J'en doute pas. C'est agréable. Ton aspect communicatif fait que ça doit plaire. Et j'ai vu que beaucoup, ça entraîne aussi beaucoup de gens à suivre aussi, à suivre ces épreuves-là, parce que tu es connu quand même. C'est à moins qu'on puisse dire. On le voit bien sur les réseaux sociaux aussi, dès qu'on publie des nouvelles sur Christian Lavieille, il est bien suivi. Et les gens l'aiment bien. Je crois que ça fait plaisir aussi de voir cette communication qui se fait avec le public. Ouais, c'est important aujourd'hui ça fait partie des pièces maîtresses de la communication. Hein. Et puis dans les Avec motos. Les années qui passent et les années qu'on prend, il faut rester. Faut rester connecté, comme on dit. Hein. Absolument, on le voit d'ailleurs dans le suivi des équipes, nous qu'on a aussi bien chez AMB que chez Yamaha, on a du mal des fois à suivre, pas en Grand Prix ni en endurance, mais dans d'autres disciplines. Finalement, beaucoup, j'ai été très étonné en participant des fois à des rencontres presse, de voir le nombre de jeunes pilotes qu'il y a, même en France, sur le 2 roues, même si c'est plutôt du terrain du motocross, que je ne connais moins, et d'autres épreuves tout terrain. Mais on a quand même une relève qui s'assure. Les jeunes bleus, comme on dit, on va en avoir quelques-uns dans les années qui suivent, et quelques-unes. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un gros réservoir de pilotes, de sportifs. Ouais, en 2 roues, oui. Et par contre, c'est vrai que ça devient de plus en plus professionnel. C'est difficile de faire sa place. Donc il faut savoir se détacher. C'est vrai qu'avant, celui qui était très professionnel, qui était doué, il arrivait à se frayer un chemin plus facilement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui commencent très tôt la moto. Et qui ont un très bon niveau et qui deviennent de professionnels, qui se préparent physiquement, en termes de nutrition, en termes un petit peu alors je n'ai pas mes mots, de concentration. Et je pense que il y a un beau plateau dans tous les pays. Et voilà, il faut arriver à se démarquer et puis être un petit peu meilleur que les autres. Mais c'est vrai qu'il y a de la relève dans toutes les disciplines aujourd'hui. On essaye toujours d'encourager de nouveaux pilotes et bon, on essaye aussi, on a comme en voiture Alexis Carme qui lui était un peu dans les rangs de Charles Leclerc avec les académies des pilotes silver comme on dit, mais malheureusement on voit bien que c'est difficile, notamment sur les budgets, pour arriver à continuer. C'était déjà difficile du temps de pilotes comme on suivait, comme Eric Comas et autres. Je me souviens de ses débuts en 5 alpines, mais c'est vrai que c'est encore plus dur maintenant parce que les budgets sont énormes. Ah le sport auto, c'est des budgets, c'est dérisoire. Voilà, il y a plein de jeunes pilotes qui ont un talent fou certainement, mais que les parents ou qui n'arrivent pas à trouver des partenaires pour suivre et qu'aujourd'hui si on n'intègre pas une filière Red Bull ou autre ou Ferrari Academy ou autre, il arrive à un moment c'est impossible. Et même ces pilotes qui sont dans les filières, on voit qu'ils ont on voit qu'ils ont du mal à faire leur chemin aussi. Hein. Quand on voit un peu ce qui se passe chez Red Bull, la façon de management qu'il y a, personne n'a le droit à l'erreur et puis on a vite fait de sauter. Hein. Tout à fait, c'est vrai. Alors pour revenir sur le Dakar, on voit bien qu'il y a une modernisation du Dakar qui se fait, puisqu'on nous annonce des voitures à énergie nouvelle, au moins pour les voitures dans les prochaines années, plus ou moins au départ pour les teams de tête, mais ensuite pour généraliser tout cela. Ça va peut-être venir entre l'hybride, l'hydrogène, on parle aussi de belles choses. On va voir comment se déroule un petit peu le suivi. Cette année va être quand même une année charnière pour, encore une fois, pour cet aspect voiture. Cette année, il n'y aura pas d'hybride, il n'y a ni d'hydrogène encore. Je pense que le tournoi va s'en passer. Cette année, ASO a vraiment bossé sur la nouvelle réglementation. Ils ont fait un nouveau cahier des charges qui était demandé par des constructeurs, donc je pense très certainement par Audi, parce qu'Audi vient d'annoncer qu'ils arriveraient en 2022 avec un véhicule hybride.
Donc ouais, le tournant va vraiment être en place. Ça va être vraiment être l'année 2022. Vraiment être l'année 2021 le tournant, et on va voir les premiers produits, les premières voitures hybrides et autres arriver sur le Dakar 2022. Voilà. Alors, donc pour toi, le départ, ça va être déjà le 2 ou le 3 de cette semaine, finalement, l'embarquement au port de Marseille? Voilà, les voitures partent de Marseille, ils commencent déjà à partir du 2, 3 et 4, je crois. C'est ça, oui. Puis le bateau va partir à peu près le 5. Et nous, on va partir le 27 parce que il y a des règles sanitaires à respecter. On a 2 jours d'isolement sur place. On doit déjà partir avec un test PCR. On doit faire un vaccin contre la grippe. Arriver sur place, donc 2 jours d'isolement, un autre test PCR pour pouvoir gagner le bivouac. Donc là, c'est l'épée de Damoclès jusqu'au départ, parce qu'il ne faut pas se faire tomber, comme on dit. Donc il faut éviter les rassemblements, les repas de famille, essayer de faire un Noël en comité restreint, parce que malheureusement, cette sale bestiole est invisible. Donc c'est un peu tendu, comme disait notre champion du monde Mir de MotoGP. C'était une saison difficile. Oui. Il y avait le stress des courses, et puis il y avait le stress aussi entre les courses de ne pas être positif. Et comment tu as vécu ce confinement? Parce que ça a été difficile finalement, à la fois avec ce changement d'équipe et puis toute la réflexion qu'il faut faire, le training qu'il faut garder pour rester en forme. Alors j'ai la chance d'habiter à la campagne. Oui. C'est vrai que le premier confinement, je pouvais me permettre de sortir, faire un peu de VTT, de course à pied, très proche de la maison. Donc ça a été, c'est vrai que le premier confinement, c'est là qu'on a appris que Toyota renouvelait pas notre contrat parce qu'ils souhaitaient que le pilote japonais gagne. Donc c'était un petit peu la mauvaise nouvelle du moment, mais ça permet d'être plus fort, de rebondir. Et puis sur le deuxième confinement, j'ai un statut de sportif de haut niveau, donc j'avais le droit quand même j'ai le droit de faire du sport, d'aller faire du vélo, de bouger sans restriction. Donc ça c'était une chose assez positive. Pour le deuxième confinement. Ouais, pour le deuxième confinement. Ouais. Et Miura sera là d'ailleurs parmi les engagés. Ouais. Donc on va voir ça. On va être positif, mais donc toute une année vraiment particulière pour comme tous les sportifs, mais aussi comme beaucoup d'autres. Donc on s'adapte. Je crois que c'est aussi le. Ouais, on s'adapte. De toute façon, je pense que c'est. En termes de coaching, c'était une expérience. Ouais, mais puis je pense que le plus dur reste à venir l'année prochaine, parce que cette année difficile pour tout le monde, les entreprises, mais l'économie va être très touchée, et pour tout ce qui est sport mécanique, ça va être encore plus touché là en 2022 et 2023, parce que 2021 et 2022, parce que il y aura eu moins de résultats sur 2021, donc il y aura certainement tout ce qui est budget, communication, marketing, pub, sponsoring va être divisé ou complètement réduit à zéro, donc je pense que ça risque d'être encore un peu plus dur pour l'année prochaine. Les rebondissements économiques. Ouais, l'économique va être très très dur, mais on verra bien. Pourtant, on voit bien que la publicité et l'attrait du sport fait qu'il y a encore de gros budgets qui se promènent dans les sports mécaniques comme dans la voile ou autre, mais ça va être quand même compliqué pour d'autres. Tous les domaines n'ont pas été touchés, des outsiders, disons. Donc il y aura. On verra, comme on dit. Oui, donc on va se donner rendez-vous le 3 décembre, c'est ça? C'est le départ Rendez-vous Non, 3 janvier, le 3, pardon. Il y a un prologue le 3 ou le 2. Le produit, oui, tout à fait, au début. On reviendra en détail sur la conférence de presse qu'on a eue la semaine dernière, deuxième conférence de presse du Dakar, avec David Castera, qui, je pense, c'était une bonne ambiance aussi, il fait qu'il est assez proche des pilotes et il sait de quoi il parle, donc je pense que c'est une bonne expérience. Ouais, et puis c'est beaucoup rapproché. Vous êtes assez proche d'ailleurs. Ouais, avec David, on est assez proche, mais puis il a vraiment insisté sur le point au niveau de CHSO de traiter les concurrents privés, qu'il y ait vraiment une égalité entre les officiels et les privés, que tout le monde soit traité de la même façon, et ça c'était important, je crois. Donc voilà, non, c'est ça, on a un prologue de 11 km le 2, et après la course commence réellement le 3 avec 277 de spécial.
Et le 4, on attaque carrément les gros spéciales avec 457 km. Donc là, on rentre dans le vif du sujet directement après. Voilà, et heureusement, il y a eu cette épreuve en Andalousie là, qui a fait que c'était un peu un avant-Dakar important en septembre. Ouais, c'est sûr que c'était bien. C'était un mec qui critique un peu, mais ce qu'a fait David d'organiser ça de dernière minute, c'était ambitieux. Mais surtout qu'au départ, c'était prévu au Maroc. Oui, c'était prévu au Maroc, ouais. Donc c'est jamais simple de changer changer d'argent, de mais ça permet à ce que tout le monde roule, tout le monde se retrouve, tout le monde puisse faire un petit training. Et non, c'était très bénéfique pour nous. Ça permet de voir un petit peu tout ce qui se passe. Puis ça fait du bien de remettre un peu le pied à l'étrier. Eh bien, on s'en réjouit et puis j'espère que tout va bien se passer avec plein de performances à la clé. En tout cas, ça va être certainement au niveau pilotage très intéressant d'avoir un véhicule comme l'Optimus. Oui, c'est sûr que ça va être intéressant. On va se donner les moyens de faire quelque chose de bien et puis je tiens à faire quelque chose de bien parce qu'il le mérite vraiment. Donc bon, voilà, c'est l'objectif. Ça va être spectaculaire. Ouais, c'est vraiment, et puis ce retour en T1 aussi, finalement, c'est une bonne chose. Ça a fait l'occasion de revenir en T1. Oui, c'est l'occasion de revenir dans la cour des grands, comme on dit. Donc voilà. Très bien. Non, je suis impatient. Eh ben, Christian, on te remercie de ton interview et puis j'espère, on croise les doigts pour que tout se passe bien. On prendra au fur et à mesure des étapes, bien sûr, on va suivre tout cela sur VIP Radio Online et ça sera avec un grand plaisir. Eh ben, merci à tout le monde de me suivre et puis à très vite pour des bonnes nouvelles. Voilà, et on peut dire que tu es très suivi sur les réseaux sociaux et on s'en réjouit. On essaye. Ben, merci à tous ceux qui me suivent et puis j'essaierai de faire un très beau Dakar et puis on se retrouve mi-janvier pour faire le débriefing. Voilà, merci à toi et merci aussi aux sponsors qui nous suivent. On a pour nos émissions maintenant Auto Cyber qui est un journal encyclopédie sur le net, mais aussi qui offre la possibilité d'avoir un petit peu des côtés rétro aussi qu'on aime bien, des éditions par année sur les événements, sur l'industrie automobile et autres. C'est des numéros clés. On a choisi pour VIP Radio Online les années 80, mais je pense que on va encore en préparer les années 2000. On te mettra dedans, j'espère, quand on fera l'édition de l'année 2000. On verra ça 2020 aussi. Voilà. Bien. À bientôt alors et puis bonne continuation. Merci en tout cas. À bientôt. Ouais. Ciao.